Arrondi en haut à droite, on voit très nettement, et si vous la regardez à haute résolution, on voit même les nervures, les fils du parachute. C'est assez incroyable. À ce moment-là, MRO était à 340 km de Curiosity et lui-même à 3000 mètres de la surface. Donc bravo, là, vous voyez, c'est formidable ça. Ça en automatique, hein, évidemment. Hein. Bon, il a fallu le programmer, bien sûr. Donc vous voyez en jaune la trajectoire de Curiosity qui va se poser, et en vert la trajectoire de MRO, donc il faut appuyer sur le bouton au bon moment. Hein. Voilà. Alors on a bien atterri, on a atterri dans la bonne ellipse, au bon endroit, et voilà une photo d'altitude du point d'atterrissage. Alors vous voyez l'échelle, 1500 mètres, hein, Curiosity s'est posé, alors vous voyez que ça a quand même soulevé un peu la poussière du terrain, hein, puisqu'on voit un peu cette zone sombre. La grue ascenseur s'est posée en haut à gauche, s'est crachée en haut à gauche, en gros 500-600 mètres, et on voit le bouclier thermique en bas, etc. On a réussi. Vous vous rendez compte de la qualité aussi de la caméra qui prend ça d'orbite, hein. Et voilà le genre de terrain que l'on souhaite examiner. Voilà, les premières photos arrivent. Le mât est redressé. Ça, c'est le sol avec le microscope, hein, à l'atterrissage. Vous voyez la taille à peu près, donc c'est évidemment que des cailloux. Tout va bien à bord. Voilà, on commence à voir le paysage du fond. Il y a, comme sur Spirit et Opportunity, il y a un petit gnomon qui sert à la fois pour vérifier la position par rapport au soleil. Hein. Le gnomon, c'est un mini cadran solaire. Et il y a ça sert de mire-couleur, ici, vous voyez en bas à droite. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'antenne grand gain de communication, et puis différents marqueurs qui permettent de suivre les mouvements des articulations. Alors, tout ça, ça s'est produit dans les 24 heures après voilà le bras articulé, après l'atterrissage. Moi, j'appelle ça le bras Black & Decker, hein, puisqu'il y a une perceuse, un microscope, un gratte-zizi et tout. Hein. Les premières mesures météo, bon, bah, c'est ce qu'on attendait, hein. Grande variation de température. Mesure de la composition de l'atmosphère, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc 96% de CO2, il n'y a pas de secret. Le premier panoramique, il s'est photographié lui-même. Je crois que c'est ça qui a dû servir pour l'affiche, je leur avais donné cette photo. Elle est belle, hein, on voit le soleil dans le fond. Voilà, et puis le premier panneau couleur. Ah, c'est désertique. Hein. La vue d'avion du point d'atterrissage. Alors, on est posé tout en haut, au point vert, et le premier point d'arrêt, on va faire des mesures, c'est ce qu'ils appellent Glenelg, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, à quelques centaines de mètres, même pas du point d'atterrissage, mais suffisamment loin de ce qu'on aurait pu perturber avec les rétrofusées, et on veut se diriger vers l'autre point bleu, qui est la base du mont Sharp, et c'est à partir de cela que ce qu'ils appellent le point d'entrée pour escalader le pic. Voilà, donc à l'assaut. Première vue complète du mont Sharp. Ça a l'air impressionnant, hein, quand même. Je me demande si vraiment il va pouvoir grimper jusque-là. Alors, je voulais vous montrer quand même qu'en France, on n'a pas été en reste. On a réussi à faire venir les gens moi, j'ai été à Poissy. On a eu du mal. Normalement, on fait ça à la Cité des Sciences. Mais il se trouve que c'était un lundi. Et pour faire ouvrir la Cité des Sciences un lundi, il fallait qu'on monte jusqu'au président de la République. C'était impossible. On n'a pas osé. Et puis en plus, il fallait que ce soit à 5 h du matin. Donc on a fait un peu toute la région pour trouver une salle. Et la mairie de Poissy nous a donné une superbe salle. Et moi, je suis arrivé vers 5 h pour ouvrir la salle. Il y avait déjà la queue dehors. Et puisqu'on se posait à 7 h du matin. Hein, et la salle était pleine. Voilà. Alors on leur a fait vivre en direct, hein, ce que vous avez vu, là, vous voyez Rob Manning en bas à l'écran, là, qui met le JPL. On avait la ligne directe avec le JPL, il a fallu monter des lignes internet un peu spéciales. Hein, et applaudissements, voilà, Curiosity a atterri.
Oui, il y avait du monde. Et il y avait quand même les télévisions. Il y avait BFM, il y avait LCI, il y avait peut-être Antenne 2. Ah, on a fait quand même, allez, 20 secondes aux 20 heures. Hein, quand même. Ah bah, c'est beaucoup, hein, parce que la science, pour les news, ça compte pas. Donc, voilà. Et là, on était très contents. Voilà. Ouais, il y en a peut-être parmi vous qui y étaient. Il y en a? Non? Ouais. Ah, c'était sympa quand même, hein, on sait bien. Alors évidemment, on n'a pas été chien parce que, comme on savait très bien qu'à 5 heures du matin, c'était pas facile pour les travailleurs, pour les gosses, etc. Donc on a fait une rediff, comme on dit, le samedi suivant, à la Cité des Sciences. Ben là, il n'y avait pas de problème le samedi, donc en plus, on avait d'autres informations, et on a pu montrer d'autres photos, et bon, ça était plein, milliers de personnes. D'ailleurs, justement, vous voyez en haut, sur l'image en haut, la deuxième personne en partant de la gauche, à côté de Daniel, c'est Jean-Pierre Le Breton, qui ne le sait pas encore, mais va venir au mois de mai nous parler de Titan et de Saturne. Le pauvre, on va le laisser tranquille encore quelques jours avant de l'embêter avec ça. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe avec cette mission? Où en est-on? Ben, la sonde avance doucement, lentement. Moi, je trouve que c'est un peu trop lentement. J'ai osé dire ça et je me suis fait rabrouer. J'ai changé mon texte un peu parce que mon texte est un petit peu plus dur que ça. Bon, disons, les Américains sont prudents. On a vu procéder à tous les tests des appareils. Bref, tout va bien. En principe, on prévoit pour Noël de cette année de se rapprocher du pied du mont Sharp. Alors, voilà, le bras armé de la curiosité. Alors ça, c'est ce que j'appelle... En fait, c'est, comment on dit mon petit-fils, go-go gadget au bras. Voilà, vous sortez le bras, et puis sur ce bras, vous avez des tas d'instruments, une brosse de nettoyage, etc. Et c'est ça qui va nous permettre de faire des mesures in situ. Il découvre, donc, il étudie son environnement, il avance lentement. Je dois avoir, voilà une partie du trajet qu'il a effectué. Vous en allez en voir un plus récent. Donc, la partie qui s'appelle Bradbury Landing, c'est là où il s'est posé. C'est la zone qu'on évite parce que vous voyez, elle est un peu colorée. On a remué la surface du sol et on l'a polluée avec les produits des rétrofusées. Donc, on oublie ça. Le premier vrai stop, c'est l'endroit qui s'appelle Glenelg et Yellowknife Bay. Alors, ne me demandez pas comment les Américains déterminent les noms de tous ces stops. Je serais incapable de vous dire. Je sais que ça se discute entre eux, et comme c'est eux les responsables de mission, un jour il y en a peut-être un qui tire un nom du chapeau. Alors des fois c'est le nom de la belle-mère ou le nom du chien de l'oncle de la bicyclette à Jules. On ne sait pas trop, hein. Mais il y a une explication. Oui. Alors voilà où on est posé par rapport à la vallée alluviale, et c'est ça qui rend cette zone-là intéressante. On effectue les premiers tirs laser, ça marche très bien. Voilà, par exemple, vous voyez les traces des tirs laser sur cette petite roche pyramidale. Alors on se demande, en fait... ça ne ressemble pas beaucoup au terrain qu'il y a là. On ne sait pas si c'est une roche qui a roulé ou pas. On pense que c'est du basalte, similaire à de la lave. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant et très encourageant. Dans cet endroit donc, que je vous ai appelé Yellowknife, on a inspecté, vous voyez cette zone-là, sous les roches. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des petits graviers de quelques centimètres. Et ces graviers sont arrondis. Ils sont arrondis. Ça veut dire qu'ils ont été érodés par des mouvements. C'est pas des mouvements d'air. Ils ont fait les calculs, ça peut pas être l'air. Ça peut être que les mouvements d'un liquide. Alors, voilà. On pense que c'est une trace d'eau. Alors, vous voyez à droite la Terre, la même chose sur Terre. Donc c'est la première fois que l'on identifie des graviers transportés par de l'eau sur Mars.
Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très positif. Voilà. Bon, quelques autoportraits. Voilà, ça c'est un photomontage. Vous voyez, en un point d'arrêt, on voit le robot qui s'est photographié lui-même avec le Mont Sharp derrière. Voilà, les différentes couches bien découpées. Et c'est le Chemcam, quand on ne va pas pouvoir approcher de cette zone-là avec le robot, c'est justement toute la puissance du Chemcam qui va permettre à distance d'analyser les différentes strates. Voilà. Puis on va préparer la foreuse. Alors, toujours le gogo gadget au bras, hop, la petite balayette, et on nettoie, et puis on va faire le prélèvement, on va mesurer, voilà. Voilà le genre de choses que l'on va faire. Voilà, spectro-opposition,